continent. Cette volonté d'autonomie stratégique n'est pas une volonté d'isolement, c'est plutôt une volonté de maîtrise. Nous devons exercer fermement notre capacité à définir nous-mêmes nos priorités, nos instruments et nos alliances. Cela suppose des institutions régionales fortes, Union africaine, CEDEAO, CEAC, SADC. Cela suppose aussi des capacités nationales robustes, des armées professionnelles, des diplomaties actives, des mécanismes régionaux efficaces. Et c'est précisément ce que nous nous efforçons à réfléchir et à construire ici. Un espace africain de dialogue et d'action, capable de formuler un agenda sécuritaire africain cohérent, légitime et résilient. Puisque nous n'avons pas vocation à subir la vision sécuritaire des autres, alors nous devons inventer et imposer la nôtre. Et cela m'amène à ma deuxième conviction, c'est que la paix durable se construit par la cohésion locale. La paix ne se décrète pas, elle se construit. Et elle se construit par l'inclusion et par la justice sociale. Les conflits auxquels nous sommes confrontés trouvent souvent leur origine dans des inégalités territoriales, des frustrations sociales ou des exclusions politiques. Quand une communauté se sent oubliée, marginalisée ou méprisée, l'instabilité n'est jamais très loin. La réponse durable, c'est de tisser les liens de proximité. C'est la participation des citoyens, le dialogue communautaire, la réconciliation nationale. C'est aussi de comprendre que les femmes, les jeunes, les autorités locales, la société civile sont des acteurs de paix à part entière. La paix, on l'a souvent dit, n'est pas seulement l'absence de guerre, c'est la présence de la justice, de la dignité et de l'espoir. C'est donc dans la représentativité des institutions et dans l'accès équitable aux services publics que se forge la stabilité. Je le redis clairement, la sécurité n'est pas qu'une affaire d'armes ou de budget. C'est aussi une affaire d'éducation, de santé, d'emploi et de gouvernance. C'est pour cela que le Togo a choisi de placer l'inclusion sociale et territoriale au cœur de sa politique de sécurité. Ma troisième conviction, c'est que la prévention, l'anticipation et le renforcement des capacités sont les clés de notre vision régionale de la sécurité. La sécurité du continent doit être collective, coordonnée et prospective, car nous faisons face à des menaces mouvantes, terrorisme, criminalité transnationale, désinformation, cyberattaques, insécurité climatique. Aucune armée, aucune frontière, aucun État ne peut les affronter seul. Il faut passer de la réaction à la prévention. Cela signifie investir davantage dans la veille stratégique, le renseignement partagé, les systèmes d'alerte précoce et les mécanismes d'intervention rapide. Mais anticiper, c'est aussi agir sur les causes profondes. Chaque crise évitée est une victoire, certes silencieuse, mais décisive. Nous devons renforcer les politiques publiques qui réduisent les inégalités, atténuent les effets du changement climatique et empêchent que la misère n'alimente la violence. Une partie de la bataille va se jouer dans le champ numérique. Il y a des technologies qui pourraient être des atouts majeurs pour la prévention et la médiation, mais elles comportent aussi des risques. Je pense à la désinformation dans l'espace numérique ou à l'usage hostile des drones dans l'espace physique, mais aussi à l'émergence de nouvelles inégalités liées à la fracture numérique. Nos États doivent être utilisateurs et promoteurs, mais aussi gardiens de ces technologies en veillant à ce qu'elles servent la paix plutôt que la déstabilisation. Ma quatrième conviction, c'est que nous ne pouvons pas réfléchir à une paix durable sans aborder la question des financements et des partenariats. Soyons clairs, la sécurité a un coût et ce coût doit être assumé. Il n'est pas question de dépendre de financements extérieurs instables et souvent conditionnels. Il faut donc sans doute inventer nos propres instruments.
Cela passe par une mobilisation plus forte des budgets nationaux et un recours plus stratégique au secteur privé, notamment dans la prévention et la reconstruction post-conflit. Mais pour cela, il faut d'abord, ou même en parallèle, redéfinir les règles du jeu avec nos partenaires internationaux. Aujourd'hui, nous avons besoin à la fois de pouvoir défendre nos frontières, protéger nos populations, investir dans notre jeunesse et faire face aux effets du changement climatique. Pourtant, chaque crise sécuritaire nous contraint à des arbitrages impossibles entre la défense, la santé, l'éducation ou l'investissement productif. L'architecture financière mondiale place nos États face à un dilemme impossible. Nous ne pouvons financer notre sécurité qu'en creusant notre dette. Pourtant, investir dans la paix africaine, c'est prévenir des crises dont le coût global serait infiniment plus lourd. On ne peut pas continuer à pénaliser ainsi la paix au nom d'une orthodoxie financière court-termiste. Il faut donc nous donner les moyens de financer nous-mêmes notre sécurité sans compromettre notre stabilité macroéconomique ou alourdir davantage des conditions de dette déjà insoutenables. Ce sont toutes ces règles de jeu de l'architecture financière mondiale qu'il faut repenser. C'est pourquoi je plaide systématiquement auprès de nos partenaires pour que les dépenses de sécurité et de stabilisation dans les États de première ligne soient reconnues comme des biens publics mondiaux. Nos partenaires doivent comprendre que ce sont des investissements, au même titre qu'un barrage ou une école. Cela passe par une réforme du système de notation dans les cadres de financement et de soutenabilité de la dette. Mais reste un lieu de clarté, un lieu où l'on ose dire que la paix n'est pas un rêve naïf, mais une stratégie exigeante. Un lieu où nous parlons d'une seule voix et de manière constructive. Un lieu, enfin, où nous proposons une autre manière de penser la sécurité, par l'autonomie, par l'inclusion, par la prévention et par la responsabilité partagée. C'est cela, je crois, l'esprit du Lome Peace and Security Forum. Un esprit d'action, de lucidité et de solidarité. Puissent nos débats des 2 prochains jours nourrir des solutions africaines et inspirer le reste du monde. Et que de Lomé puisse rayonner cette vision simple, celle d'une Afrique en paix, souveraine et forte. Je vous remercie. Une Afrique en paix, souveraine et forte, ce sont les derniers mots à l'occasion de cette ouverture solennelle de la 2e édition de Lome Peace and Security Forum. Toute notre gratitude à son Excellence, Monsieur le Président du Conseil. Nous allons respectueusement solliciter nos officiels pour la photo de famille. Cela nous permettra de changer la configuration pour suivre après tout de suite le panel numéro 1. Cette photo de famille va rassembler messieurs les ministres des Affaires étrangères ainsi que les chefs de délégation, les panélistes, la représentante résidente du Programme des Nations Unies pour le développement et bien évidemment leurs excellences, Monsieur le Président du Conseil, Monsieur le Président de la République du Libéria et Monsieur l'ancien Président de la République fédérale du Nigeria ainsi que les présidents des institutions de la République togolaise. Donc nous allons prier respectueusement les chefs de délégation, les ministres des Affaires étrangères, les panélistes, Madame la représentante du PNUD, de bien vouloir se mettre en place pour que juste après, leurs excellences ainsi que les présidents des institutions les rejoignent pour la photo de famille. We humbly ask Honorable Minister of Foreign Affairs, Chief Delegate, panelists, to join us for the photo, and we will humbly ask after that, Your Excellency, President of Council, President of Liberia and former President of Nigeria. And we kindly also invite all the moderators to join the panelists on stage. Thank you.